qu'est-ce qu'on fait dans la classe en présence de l'enseignant et qu'est-ce qu'on fait en dehors de la classe en autonomie, puisque le développement de l'autonomie, c'est une des compétences fondamentales qu'on veut développer, mon Dieu. Bonjour Marcel Lebrun. Bonjour Claude. Tu viens de faire une conférence suivie d'une table ronde. J'espère que tu n'es pas trop fatigué. Oh, ça va. Ça va? Ça va. Alors moi j'ai retenu une phrase que tu as répétée 3 fois. Tu as dit « la classe inversée, c'est donner du sens à la présence ». C'est vrai. Alors explique-moi ce que cela signifie. Alors, évidemment, je parlais dans le contexte de la classe inversée. Dans la classe inversée, version, si tu veux, un peu initiale, originelle, on mettait quand même en distinction ce qui se passe à distance et ce qui se passe en présence. On était donc dans une certaine formule d'hybridation. Évidemment, le concept a assez vite évolué parce qu'à l'école primaire, parler d'enseignement à distance et tout, ça n'allait pas. Et ça a été traduit comme la distance, ce que l'élève va faire en autonomie sans la présence de l'enseignant. Donc, par exemple, étudier à partir d'une capsule vidéo ou bien faire une recherche d'information, la structurer individuellement ou en groupe pour en faire un petit rapport vis-à-vis de la classe, etc., etc. Donc cette idée de la présence pour moi, j'y arrive, c'est l'idée de la rencontre entre des humains. On n'est pas dans la distance où on virtualise, on met dans le cloud, etc. C'est vraiment qu'est-ce qu'on fait quand les humains se rencontrent, en particulier dans une classe. Et pour moi, l'idée majeure de la classe inversée, c'était pas tant les capsules vidéo que de maximiser l'intérêt de cette présence, donc de la rencontre des élèves avec l'enseignant, mais de la rencontre des élèves entre eux. Donc redonner du sens à la présence, pour moi, c'était retrouver l'humain derrière les vidéos, derrière les théories, derrière les concepts, etc. Redonner de la chair quelque part, parce que je trouve, ça peut être critiquable, que la théorie, les modèles, les concepts, finalement, c'est très intéressant, mais ça donne de l'ossature. Et ici, je trouvais que la présence, elle devait servir à redonner de la chair, finalement, de l'humain, de la relation. Et j'ai dit ça parce que bien souvent, les critiques sur la classe inversée portent sur cette externalisation des savoirs sur les capsules, du style ça va me prendre du temps de réaliser des vidéos, les élèves est-il si sûr qu'ils vont regarder les vidéos quand je ne serai pas là, etc., etc. Et donc j'ai voulu un peu dégoupiller finalement cet objectif qui serait l'externalisation via des vidéos, tout en disant que c'est important, puisque c'est ce que nous faisons là maintenant, pour remettre quelque part le focus sur la présence et l'humain, parce que moi, mon credo derrière cette phrase, c'est un peu de dire, le numérique, ce sont aussi des outils que l'homme invente pour retrouver l'humain, pour redonner des espaces de liberté, pour redonner du temps, pour redonner de la présence. Voilà. Alors, je vais reprendre une phrase que tu as donnée aussi et qui se situe alors pleinement dans ces nouvelles compétences que tu as soulevées, nouvelles compétences, collaborer, participer, contribuer. Tu as dit la classe inversée ou les classes inversées, si tu veux, c'est une affaire de travail d'équipe. Ça peut être pris à plusieurs niveaux. C'est pour ça qu'il faut que tu l'explicites. Dans ma conférence, en fait, je ne sais pas si ça a été perçu, mais je passais allègrement de l'apprentissage individuel à l'apprentissage en groupe, voire à un certain apprentissage sociétal au niveau de l'institution, etc., etc. Et donc, finalement, par rapport à cette idée-là, ce qui m'intéressait là-dedans, cette idée de la collaboration, c'était à la fois la collaboration entre les élèves, c'est ce qu'on vise finalement, mais au-delà, et je considère, moi, la classe inversée comme une innovation, c'est-à-dire quelque chose qui est
inventé par des pionniers, parfois il y a très longtemps. Il y a sans doute des gens, peut-être au 19e siècle, qui faisaient de la classe inversée, j'en sais rien du tout, mais ça n'a jamais percolé dans le système. Et pour que ça fasse cet effet boule de neige, c'est-à-dire que des gens disent « Oh, ben, son idée n'est pas mal, je vais essayer aussi », et puis un autre dit « Oh, je vais essayer aussi ». Donc finalement, on a un phénomène d'amplification. Ben, c'est aussi que les enseignants qui essaient ces innovations, que ce soit la classe inversée ou d'autres choses relatives au numérique, ben, ils aient des lieux, des instances, des tiers-lieux, des structures intermédiaires dans lesquelles ils peuvent eux aussi faire la classe, c'est-à-dire ben, chercher des informations, les échanger entre eux, construire des choses, co-construire, socio-construire, construire, socio-constructivisme, hein, c'est là derrière, partager, diffuser, etc., etc. Donc c'était ça l'idée. Quand je l'ai dit, je parlais plutôt de cette collaboration et de ce travail d'équipe entre les enseignants. Et ça a l'air de nouveau facile, mais je me rends compte que beaucoup d'enseignants sont encore des électrons solitaires. Je ferme la porte de ma classe et voilà, comme ça, on n'en saura rien, j'aurai pas d'ennui. On transfère facilement alors le comportement des élèves dans la classe, d'une certaine façon, et le comportement des enseignants entre eux. C'était vraiment une partie de mon message, c'est-à-dire que, l'innovation est une sorte d'apprentissage à grande échelle quelque part. C'est un processus d'apprentissage parce qu'on va essayer, on va peut-être transformer un petit peu, on va échanger avec d'autres. Donc l'innovation, c'est bien un processus d'apprentissage. Et mon idée à moi, malgré tous les gens qui veulent faire des cloisons et des machins qui complexifient tout, c'est de dire il y a probablement des éléments, des composantes, des éléments directeurs qui appartiennent à l'apprentissage des élèves, mais qui se retrouvent aussi dans l'apprentissage des enseignants. Donc, est-ce que l'apprentissage ne serait pas une sorte d'invariant, de loi universelle, etc., etc. On retrouve un peu le physicien. Hein. Tout à fait. Il essaie de modéliser et d'avoir modéliser, mais unique avec des variations. Avec des variantes. Oui. Parlons d'inversion à la classe. Inversons la classe, c'est implanté en France à l'initiative, je dirais, d'Héloïse Dufour et de quelques-uns qui ont travaillé avec elle, prend une dimension de plus en plus importante. Aurais-tu des conseils à donner à cette association jeune qui affirme que par son action, l'accélération de la diffusion de pédagogies actives et peut-être la construction d'une nouvelle socialisation enseignante, professionnelle enseignante, participe de leur action? Je pense que c'est évident. J'ai parlé tout à l'heure des structures intermédiaires. Voilà. Et ces structures intermédiaires, ce sont des structures que je vois un tout petit peu entre l'horizontal, c'est-à-dire le bottom-up. Inversion la classe, c'est quand même du bottom-up quelque part. Et finalement, la structure qui est là, qui va devoir également revoir comme toutes les structures humaines, les institutions, son mode de fonctionnement. Et il y a des signes, hein. Je parlais d'économie participative, de politique participative également, on retrouve des choses comme ça. Et donc, je pense que pour la classe inversée, la structure Inversons la classe, donc l'équipe Inversion la classe, la communauté Inversion la classe est certainement une de ces structures intermédiaires, donc qui sont pour moi une des étapes pour favoriser l'effet boule de neige que l'on entend dans une innovation. J'en ai parlé. Maintenant, je pense que quand nous parlons de la classe inversée de pédagogie, je pense que Inversons la classe va devoir aussi faire preuve de pédagogie. C'est quelque chose de difficile parce que tôt ou tard, c'est toujours un peu le lot des innovateurs. Ils veulent faire des choses, ils voudraient bien d'ailleurs que leurs copains fassent la même chose, ils expliquent, mais puis à un moment, ils ont quand même besoin, ne fût-ce que de l'assentiment de la structure verticale, voire du soutien. Et donc il y a là non pas
dans le phénomène disruptif une corruption, mais quand même, où finalement la volonté des personnes qui étaient tout à fait dans le bénévolat, dans l'altruisme, le développement humain, etc., un peu comme j'essaie de faire, doivent trouver des chemins d'accommodation, je dirais, avec les structures. Et donc, inversons la classe parle beaucoup de la classe inversée, mais je pense qu'il devrait parler aussi d'inversons la classe, tu vois. D'accord. Parce qu'il y a l'objet, il y a la méthode, et je pense que c'est important. Maintenant, moi je pense aussi que il faut étendre un peu le concept. Ça se fait déjà, c'est en train de se faire, mais en étendant la structure aussi au niveau puisqu'elle est en France, de la Belgique, de la Suisse, du Québec, etc. Parce que je pense que l'optique dépasse peut-être les pays, même si la France est un gros pays, ça me paraît évident. Et donc de réfléchir ça peut-être dans une perspective plus européenne, parce qu'en fait, inversons la classe, a des alter ego en Italie, ailleurs, et donc ce serait intéressant de fédérer planétairement le mouvement. Eh bien, voilà. Eh bien, ces collectifs enseignants dont fait partie Inversons la classe, il y en a d'autres, participent-ils de la construction d'une nouvelle culture de l'école? Je pense, et je ne vais pas parler d'Inversons la classe, mais il sera derrière, et je l'ai dit en terminant tout à l'heure dans la table ronde, allez, osons le dire, hein, l'innovation, une innovation qui fonctionne, elle est souvent disruptive, hein, on parle de ça, on parle de l'innovation de maintien. L'innovation de maintien, c'est l'innovation est adoptée, mais on continue à faire la même chose qu'avant avec la nouvelle structure. Non, je pense qu'elle est plus disruptive quelque part. La preuve, c'est, tu sais, Marcel Lebrun, il en a fait des conférences sur les méthodes actives et l'apprentissage collaboratif. Et généralement, on me disait, c'est très bien, mais vous savez, moi, dans mon contexte, c'est pas la même chose et tout. Mais merci beaucoup. Hein. Et pour la classe inversée, je vois que beaucoup de personnes me disent, pas tous, il faut pas rêver, mais ils me disent, ah, ce truc-là, je vais essayer. Et donc, ce fait-là me fait dire que la classe inversée est sans doute un concept plus disruptif, et il suffit de voir le succès des clics, etc., etc. Le hashtag classe inversée, ça fonctionne hein, quand même, et voire disruptif, voire un peu subversif. Oui, parce qu'il est quand même porteur d'une nouvelle image de l'humain. Nous, on est un petit peu, enfin nous, ma génération, hein, on a été formés dans l'ancien système, il y a un nouveau qui est là, on a un peu de mal, on est en tension, etc. Mais je crois qu'on doit dire au diable l'égoïsme, c'est la nouvelle génération qu'on veut former, et donc que les communautés qui portent cela, elles font un travail important parce qu'il y va de la société de demain finalement, et ce sera nos jeunes. On peut me dire que c'est des discours et tout, si c'est des discours, n'écoutez pas, c'est pas grave, continuez à faire votre cours dans votre classe, mais alors s'il vous plaît ne parlez plus, n'allez pas écouter trop de trucs sur les compétences du 21e siècle, parce que c'est pas en donnant cours dans un amphi, en donnant uniquement cours dans un amphi qu'on va développer ces compétences-là. Merci beaucoup Marcel Lebrun. C'est un plaisir.